On va aller dans l'espace. On va aller dans l'espace pour évoquer la guerre des satellites entre les Américains et les Russes. Washington s'est alarmé. Ce n'est pas la première fois que les Américains dénoncent les activités militaires russes dans l'espace. Mais ça devient de plus en plus précis. Jade, dites-nous ce que les Américains ont remarqué dans l'espace russe qui les inquiète. Effectivement, les États-Unis accusent Moscou d'avoir lancé une arme spatiale militaire anti-satellite le 16 mai, donc jeudi dernier, et de l'avoir fait sur la même orbite qu'un satellite américain. Écoutez le porte-parole du Pentagone. La Russie a lancé un satellite en orbite terrestre basse que nous estimons être une arme spatiale de contre-attaque, vraisemblablement capable d'attaquer d'autres satellites en orbite terrestre basse. Nous continuerons donc à surveiller la situation. Il est certain que nous avons la responsabilité d'être prêts à prolonger et à défendre le domaine. Nous continuerons à trouver un équilibre entre la nécessité de protéger nos intérêts dans l'espace et notre désir de préserver un environnement spatial stable et durable. Alors ce satellite lancé depuis ce cosmodrome, vous allez le voir sur cette carte, on est à peu près à 800 km de Moscou, aurait donc été mis sur la même orbite qu'un satellite américain, ce qui explique effectivement l'inquiétude des États-Unis sur les ambitions des Russes. Alors les Russes affirment, eux, l'avoir fait dans l'intérêt du ministère de la Défense russe. Je cite Peskov, le porte-parole du Kremlin, « Nous agissons en parfaite conformité avec le droit international, nous ne voulions rien et nous avons à maintes reprises plaidé en faveur de l'interdiction de toute arme dans l'espace. » Parce que oui, là, clairement, on parle d'une arme de destruction de satellites. Qui dit détruire un satellite dit s'en prendre à la communication d'un pays, à l'armement également, parce que je vous rappelle que énormément d'armes dépendent notamment via la géolocalisation des satellites. Regardez ce que fait Starlink en Ukraine. D'autres lancements d'armes anti-satellites avaient déjà été signalés en basse orbite par les États-Unis. Donc on est à moins de 2000 km quand on parle de basse orbite. En 2019 et en 2022, vous avez un exemple sous les yeux de 2022. Un rapport américain suggère même que la Russie est en train actuellement de développer toute une gamme d'armes anti-satellites et en aurait même testé un en novembre 2021. Et je vous rappelle effectivement, pas plus tard que la semaine dernière, avec ce test envoyé par les Russes avec des capacités nucléaires cette fois. Alors Jade, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, l'espace n'est pas encore armé. Militarisé, on peut dire ça ? Pas armé, effectivement, c'est le bon terme, mais c'est précisément ce dont les deux puissances s'accusent. C'est la raison pour laquelle elles tentent en fait chacune depuis plusieurs mois, voire années, de faire passer à tour de rôle des résolutions sur la non-prolifération à l'ONU. Le mois dernier, par exemple, la Russie a mis son veto à une proposition américaine et lundi dernier, les États-Unis ont bloqué une résolution à Moscou. Donc vous voyez que les deux se renvoient la balle systématiquement. En l'occurrence, il y a une base légale à tout ça. C'est un traité sur l'espace qui a été signé en 1967, un traité qui interdit la mise en place d'armes nucléaires ou de toute autre forme d'armes de destruction massive sur l'orbite de la Terre. Mais aucun traité n'interdit l'utilisation d'autres armes. En l'occurrence, jusqu'à présent, on ne s'était jamais véritablement posé la question. Quand on regarde les satellites mis en orbite, d'abord on se rend compte, vous allez le voir sur ces chiffres, que les États-Unis dominent très nettement, avec plus de 50% des satellites qui appartiennent aux États-Unis, mais surtout qu'ils sont tous ou presque utilisés pour de la communication civile ou militaire, mais on ne parle pas véritablement d'armes dans l'espace. Et c'est ce que pointent les États-Unis aujourd'hui, cette peur de voir ce grignotage lent mais sûr de ce traité dont je viens de vous parler et l'ouverture d'un nouveau front, d'un nouvel espace qui pourrait désormais être militarisé. Merci beaucoup Jade. Amaury Dufay est avec nous. Merci à vous Amaury, chercheur à l'Institut d'études de stratégie et de défense de Lyon, auteur de Espace, le nouveau front, penser les contraintes opérationnelles de la bataille spatiale aux éditions du Rocher. Mais d'abord un mot Catherine, de cette guerre des satellites entre Américains et Russes. On sent depuis quelques semaines une tension qui s'accroît. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre, on l'a dit à plusieurs reprises, qui se fait tous azimuts. Et évidemment, dans l'espace, vous imaginez bien que si vous réussissez, c'était la crainte des Américains quand on a parlé éventuellement d'une arme nucléaire qui pourrait être utilisée par les Russes dans l'espace, vous pouvez rendre une partie de la planète sourde et aveugle en termes d'utilisation des satellites, bien sûr. Donc la course aux armements, elle se fait évidemment sur Terre, mais on voit bien que concernant les grandes puissances qui sont aujourd'hui face à face d'une certaine manière, l'espace, il faut au moins réussir à le contrôler et à empêcher l'autre de pouvoir vous nuire d'une manière qui serait quand même assez dévastatrice.
On verra si les Américains et les Russes arrivent à s'entendre sur effectivement une régulation, mais c'est un peu le Far West quand même. C'est l'impression qu'on a à Maury Dufay. Merci d'être avec nous. Alors, une précision sur ce qu'a lancé la Russie d'après les Américains. Un satellite en orbite basse, nous disait Jade. C'est-à-dire qu'il y a des satellites qui sont plus ou moins hauts dans l'espace et celui-là est à une certaine altitude, je puis dire. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que vous avez différentes altitudes. Donc, l'orbite basse, globalement, elle va de 200 à 2000 km environ. Et ce satellite russe aurait été placé sur la même orbite, ou sur une orbite voisine de celle d'un satellite américain, probablement entre 500 et 800 km. Il y a d'autres orbites, notamment les orbites moyennes. Ça veut dire qu'il peut y avoir un accident entre les deux, concrètement, s'ils sont sur une orbite basse et à peu près la même. Il peut y avoir un choc ? Alors, un choc, pas forcément. Néanmoins, il peut y avoir un risque de ce qu'on appelle des RPO, c'est-à-dire des Rendezvous Proximity Operations. Donc, il s'agit en fait de satellites qui vont, de manière intentionnelle, essayer de se rapprocher afin de mener des opérations. Donc on peut parler là à ce moment-là d'opérations, par exemple pour espionner les communications ou tout simplement même pour gêner les opérations de l'autre satellite. Et à ce moment-là, ça ouvre tout un champ de possibilités, à la fois en termes de guerre électronique et de renseignement. Mais quelle est la règle ? Pardon, je parlais de Far West. Il y a combien ? Il y a déjà 7000 satellites, je crois, au-dessus de nos têtes. En orbite, oui. Voilà. Comment ça se passe, pardon ? Quelles sont les règles ? Est-ce qu'on s'approche ? Est-ce que chacun a sa position ? On imagine qu'un satellite, il bouge, c'est un peu fait pour ça. Ça se passe comment ? Alors, il n'y a pas forcément de règles en soi. Faut imaginer un petit peu une guerre qui se passerait. Une orbite, c'est un petit peu comme un rail, si vous voulez, avec des satellites qui seraient des trains, et donc les trains essayent de se rapprocher. Donc concrètement, vous avez des satellites qui essayent de manœuvrer pour se mettre à proximité, et le cas échéant, de se rapprocher. Alors, faut savoir que la notion de distance et de distance de sécurité est assez subjective. Globalement, dans l'espace, à partir de 100 km, on considère que l'on est déjà pratiquement dans du très rapproché. On peut se souvenir par exemple du cas de Olap K1 en 2017 qui s'était approché à moins de 13 km du satellite Athena Fidus et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une déclaration de la ministère des Armées. Donc il n'y a pas de règles, mais il y a des comportements, un petit peu comme on le ferait par exemple dans la guerre sous-marine. Les sous-marins sont cachés, néanmoins ils se tournent autour, ils s'observent, ils se gênent. Et dans l'espace, il se passe un petit peu le même phénomène avec des satellites qui entre guillemets se tournent autour. D'ailleurs, on parle de satellites butineurs. Des satellites butineurs. Oui. Ils butinent de rail en rail, comme vous dites. C'est ce que Didier François, restez avec nous, monsieur Dufay. C'est ce qu'on vient de nous rappeler avec l'affaire Lutz en 2018, qui touchait un satellite de communication français et qui a été dénoncé par les Français. Donc où on voit effectivement se rapprocher un satellite russe et qui à la fois va butiner, c'est-à-dire il peut faire du renseignement, c'est-à-dire aspirer de la donnée, et potentiellement, comme on ne sait pas encore ce qu'il y a dans le satellite, il pourrait brouiller ou détruire. Donc c'est bien ça tout le sujet. Le premier sujet étant, et c'est pour ça qu'il y a de la communication qui est faite par les Américains, c'est que dans l'espace c'est loin, donc pas vu, pas pris. Donc être capable déjà de voir est une première chose importante. C'est la raison pour laquelle on a des satellites gendarmes, pardon, je vous coupe, qui justement font office un peu de policier de l'air, quoi, si j'ose dire. Enfin, c'est surtout qu'on a le radar grave au sol en France, qui nous permet de manière autonome de vérifier que des satellites adversaires, voire même certains alliés, puissent ou pas se rapprocher, parce qu'en général les gens ne vous le disent pas. Donc la capacité à voir et à le dire permet de calmer un certain nombre d'ardeurs. Et c'est ça qui est et de ce point de vue-là, on a des capacités que d'autres n'ont pas, et on l'a fait savoir à plusieurs reprises, y compris à des alliés. Et ça, c'est important, parce qu'après, dans la deuxième phase aujourd'hui, justement, et qui est compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait, parce que on ne détruit pas notre satellite. Et donc, justement, on n'a pas de mode d'action à ce stade autre que du signalement. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que les Américains, donc
qui sont vraiment inquiets, ils s'alarment. Pat Ryder précise donc que le satellite qui a été lancé par les Russes comporte des caractéristiques comparables à celles des charges utiles anti-satellites déployées les fois précédentes par les Russes. Amaury, du fait, c'est quoi cette charge utile anti-satellite ? C'est une arme, c'est une capacité de détruire l'autre ? Voilà. Alors la possibilité, effectivement, en termes de charge utile, les possibilités sont quand même extrêmement larges. Globalement, on ne parle pas forcément, faut pas imaginer des armes à énergie dirigée, c'est-à-dire des lasers ou ce genre de choses. Néanmoins, il existe un certain nombre de possibilités, comme par exemple ce qu'on appelle la guerre électronique. Le plateau l'a très bien rappelé, avec des possibilités d'attaque électronique, c'est-à-dire qu'on va essayer de brouiller les communications de l'adversaire. Des possibilités de défense aussi, par exemple de empêcher l'adversaire de nous repérer. Voilà, c'est ce genre d'armes dont on parle. Globalement, pour l'orbite basse, alors je pense que c'est assez... Les acteurs, en tout cas, ont tendance à privilégier des armes qui limitent les débris, tout simplement parce qu'après, il y a un poids international. Et effectivement, il s'agit surtout de faire des attaques, si vous voulez, qui puissent cultiver l'ambiguïté, c'est-à-dire où la désignation d'un coupable peut être problématique. Voilà, pardon Amaury, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il faut s'inquiéter là ? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, en tant qu'observateur expert ? Il faut être assez prudent, je dirais. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour s'alarmer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on est dans un contexte de fin de mandat, dans un contexte budgétaire, où il peut être opportun pour certains acteurs, à des fins de politique interne, d'agiter certaines menaces. Et du côté russe aussi, on a tout intérêt à cultiver l'ambiguïté afin d'obtenir des concessions internationales, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc pour l'instant, on attend encore plus d'informations.